Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Le mois d'octobre est depuis plusieurs années la période de l'année où se discute la question du Sahara marocain à l'ONU et plus particulièrement au Conseil de sécurité. Et c'est lors de ce même mois d'octobre que le secrétaire général établit son rapport sur la situation dans la région sur la base des remontées d'informations qui lui parviennent de son envoyé personnel et aussi de la MINURSO. Le rapport a donc été établi et c'est à partir des informations données et faits qu'il contient que les membres du Conseil de sécurité voteront la prochaine résolution qui remplacera la 2602 adoptée fin octobre 2021. Dans l'intervalle, plusieurs faits se sont produits, changeant radicalement la donne dans ce conflit artificiel, régional et artificiel. Cela a commencé par le refus net des Algériens à reprendre le format des tables rondes, tel qu'initié par l'ancien envoyé personnel Horst Kohler, et puis cela s'est poursuivi par le changement des positions allemandes et surtout espagnoles. Il y a également eu les deux visites du nouvel envoyé personnel Stéphane de Mistura et bien évidemment le séisme géopolitique mondial avec la guerre en Ukraine, les évolutions des alliances, le rapprochement entre Paris et Alger et le sommet arabe prévu dans la capitale algérienne dans quelques semaines au lendemain du vote de la résolution. Nous débattrons de ce rapport, de ses conséquences et de ce qui se passe autour avec nos invités. Ali El-Harichi, bonjour. Bonjour, c'est Aziz. Bienvenue, vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université Mondiapolis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mustafa Shimi, bonjour. Bonsoir. Ça va? Merci à vous. Professeur de droit et politologue, on le sait. Hassan Saoud, bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Questions groupées. Je commence par vous, Mustafa Shimi. Le privilège de l'âge, très certainement. Quelle est, de votre point de vue, la tonalité générale du rapport d'Antonio Guterres sur le Sahara? C'est un rapport qu'il faut accueillir avec sérénité et même satisfaction, parce qu'il rappelle un certain nombre de choses. Question, pouvait-il y avoir un autre rapport que ce rapport-ci? Non, du fait que le secrétaire général lui-même, secrétaire général de l'ONU lui-même, il est dans un cadre, il gère des dossiers, il doit appliquer des résolutions du Conseil de sécurité, qui est l'instance suprême de l'Organisation des Nations Unies, et il y a des acquis. Les acquis, c'est quoi? C'est essentiellement la référence, il faut le dire de nouveau, c'est la référence à la résolution du 29 octobre 2021, la 2602, qui a consacré un certain nombre de principes fondamentaux qui sont ceux du Maroc, auxquels adhère le Maroc depuis des années. C'est quoi? C'est une solution politique négociée, sur la base d'un compromis politique réaliste et pragmatique. La prévalence du projet d'autonomie interne du Maroc qui a été présenté le 11 avril 2007, donc voici 15 ans, et qui a été consacré depuis dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité, le processus négociatoire, c'est-à-dire le format de négociation, illustré par deux tables rondes en décembre 2018 et mars 2019 en Suisse, sous l'égide de l'envoyé personnel de l'époque, donc Christopher Horst Kohler. Christopher Horst, c'était le précédent. Qui avait imaginé cette formule intéressante. Il avait beaucoup travaillé, on est arrivé à cela. Et il faut rappeler à nos téléspectateurs que le même Horst Kohler avait programmé, à la fin de la deuxième table ronde en mars 2019, une troisième table ronde qui était prévue pour juillet 2019. Ça n'a pas pu se faire parce qu'il a démissionné le 22 mai 2019 pour des raisons personnelles sur lesquelles je ne reviens pas. Donc nous en sommes là. Étant entendu que le Maroc adhère pleinement à ce processus-là, qui consacre ses positions traditionnelles en la matière, oui à l'application, l'implémentation de l'autonomie interne dans le cadre des principes que j'ai définis, mais évidemment avec le respect des fondamentaux, c'est-à-dire la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale. Sur ce plan-là, le souverain a été extrêmement ferme et ça n'est pas négociable. Sur le fondement de ce rapport d'Antonio Guterres, d'avoir rappelé un peu les choses qui se sont passées, parce qu'après, je vous demander, vous poser des questions sur les faits nouveaux qui se sont passés cette année, de la résolution à cette résolution-là. Mais d'abord, avant, on va entendre la... Alors, vous me permettez d'ajouter un point pour compléter... Oui, un point de quelques secondes pour compléter ce que j'ai dit. Vous m'inquiétez toujours quand vous dites quelques secondes, je ne sais pas pourquoi, mais allez-y. Vous allez voir. Ce que je voudrais dire, on va y revenir avec mes collègues ici présents, c'est le fait que
le souci du secrétaire général de l'ONU de prendre en compte tous ces acquis-là et ces principes et ces paramètres de négociation, l'implication des parties concernées et l'appel pour qu'elles fassent montre de bonne volonté sans aucune condition préalable. Si je voulais être pointilleux, et je finis sur ça, mais je suis naturellement pointilleux peut-être, c'est qu'il a dit les parties concernées. J'aurais aimé qu'ils disent les 4 parties concernées parce que c'est elles qui sont dans le processus. En général, en langue française, quand il y a 2 parties, on dit les 2 parties concernées. Si on dit les parties, c'est qu'il y en a forcément plusieurs. Oui, mais j'aurais aimé la précision arithmétique. J'aurais aimé la précision arithmétique, les 4 parties parce que tel est le cas. La tonalité générale du rapport. Je rejoins ce que vient de dire mon collègue, Mustafa. Effectivement, ce rapport de M. Guterres, il s'inscrit dans la continuité. Comment ? Il s'inscrit dans la continuité en confortant la position marocaine, c'est-à-dire la proposition marocaine qui est là depuis 2007. Ça fait 15 ans, et cette proposition d'autonomie dans l'intégrité territoriale, bien sûr, nationale, elle est là. Et à chaque fois, les parties concernées, ils sont, on ne va pas dire ciblés, mais ils sont définis par le secrétaire général. Parce que le secrétaire général, d'abord, il propose la proposition politique qui est marocaine et en même temps, il définit les parties concernées parce qu'il va parler de l'Algérie, même s'il ne le dit pas dans la phrase comme vous avez dit tout à l'heure, mais il va parler de l'Algérie, elle est concernée. C'est la partie, normalement, qui est concernée par ce conflit artificiel. Et aujourd'hui, je pense que le temps est venu et le concert des nations, avec les Nations Unies, ne peuvent plus aller et supporter et accepter qu'il y ait encore un conflit artificiel dans cette région du monde. Les choses vont changer effectivement sur le plan géopolitique et géostratégique mondial pour régler ce genre de conflit. Alors si je pose cette question, je vous la pose la même, Hassan Saoud, sur la tonalité générale, c'est parce que le Polisario, les gens de Tindouf n'ont pas apprécié, ils s'en sont moins pris au secrétaire général de l'ONU. Exactement, et ils ont dénoncé cette impartialité entre guillemets de l'instance tunisienne. Ce que j'ai retenu de ce rapport, c'est qu'il est globalement positif. Et en relatant certains faits qui se sont produits depuis l'année dernière. Sauf que j'ai remarqué que dans la précision du rapport, en parlant d'un certain soi-disant représentant du Polisario à l'ONU, Mohamed Omar, le secrétaire général de l'ONU a fait cette précision qu'il n'y a aucun représentant du Polisario aux Nations Unies. Et dénonce évidemment cette usurpation. C'est pour ça qu'il y a cette attaque contre le secrétaire général de Nations Unies. Il a parlé d'usurpation de fonctions, etc. Et il a dit que l'ONU ne reconnaît que les États souverains qui sont membres de. Ceci dit, évidemment, il a parlé, et ça je trouve que c'est intéressant, de toutes les restrictions de la liberté de manœuvre de la mission onusienne. Au moment où le Maroc les a reçus pendant quelque chose comme 2000 visites, échanges et tout ça, du côté de Polisario, 2407 demandes qui ont reçu une fin de non-recevoir. C'est quand même un fait important qu'il faut... Ça en fait quand même à peu près 5 ou 6 par jour. Et oui, mais bon. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y a des informations que la mission aurait pu avoir concernant notamment les pertes du Polisario et de ses dirigeants. Parce que les pertes sont très énormes. Et là, ils ont verrouillé l'information, ils ont restreint les déplacements des membres de la mission. Et le Maroc, dans ce rapport, le secrétaire général dit que le Maroc a continué même à ravitailler en logistique, en carburant, la mission de l'ONU. Ça veut dire que le Maroc était resté avec une bonne interaction avec cette mission, visite des états-majors, visite même à Agadir, même Gergarat, etc. Donc, il y a eu, quand on compare, il y a eu vraiment une asymétrie entre les attitudes du Maroc et les attitudes du mouvement séparatiste. Ceci dit, je trouve qu'il a épinglé
beaucoup de réticences concernant le Polisario et a réitéré évidemment la rupture unilatérale du cessez-le-feu qu'il impute au Polisario. Ça a été réitéré dans le rapport. Donc je trouve que c'est un rapport qui va certainement influencer positivement sur la résolution. C'est ce que nous espérons. Il y a eu quand même deux démentis clairs. Le premier, c'est sur cette question que vous venez de soulever, sur la présence d'un représentant permanent qui n'est pas représentant de rien du tout, donc il n'est pas à l'ONU. Le deuxième, c'est en parlant du conflit de basse intensité, parce que je ne sais pas combien ils sont de communiqués maintenant. 1102. Ils sont arrivés à 1102. Ils sont à 1102. Et du côté marocain, on a signalé quelque chose comme 607, quelque chose comme ça, qui sont des harcèlements insignifiants. Donc ça, c'est ce qu'il a dit, c'est un conflit de basse intensité. De basse intensité. C'est basse intensité. C'est pour ça que ils s'en sont pris contre lui. Moustapha Shahimi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc d'important? Quels sont les faits nouveaux qui ont été rapportés par ce rapport, dans ce rapport? vous l'avez dit, je fais la transition avec ce que vous avez dit. D'abord sur l'aspect militaire. Il faut voir les communiqués délirants des milices séparatistes. Ah ben, si on les croit, c'est l'Afrique du Nord à feu et à sang, même le sud de l'Europe. C'est comme s'il y avait une situation absolument exceptionnelle, menaçant la paix et la sécurité internationale. Or, ce sont des fanfaronnades, ce sont des gesticulations, ce sont des mises en scène qui ne trompent personne, des scénographies, même le Ben Batouche. Brahim Al, oui, il faut l'appeler comme ça, puisqu'il porte cette identité. C'est son identité qu'il avait prise quand il était en Espagne. Il s'est fait photographier à 5 km, on le sait, d'un camp Tindouf, à 5 km d'un camp Tindouf, en tenue militaire, avec des photos, etc., ce qui d'ailleurs a fait rire tout le monde. Donc nous en sommes là. C'est important que le secrétaire général relève ce point. C'est une situation où il y a des incidents de basse intensité. Et ça casse, ça déconstruit tout l'argumentaire pseudo-opérationnel du mouvement séparatiste. Maintenant, j'enchaîne avec le pays voisin. Ça, c'est un élément nouveau, me semble-t-il, dans le rapport. Il y a deux éléments nouveaux intéressants le pays voisin. Premier élément, c'est que, me semble-t-il, pour la première fois, il fait montre de sa vive préoccupation quant à la tension qui prévaut entre le Maroc et l'Algérie. Dans les précédents rapports, je n'ai pas trouvé trace de cela. Et donc, il y a là une problématique sécuritaire qui est intéressante, c'est-à-dire que, indépendamment de la question nationale devant les Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU, dans la mission, globalement, s'est préoccupé par la liaison qu'il fait, qu'on le veuille ou non, entre la situation donc, dans les provinces sahariennes et les menées du mouvement séparatiste et leur connexion avec le bilatéral Rabat-Alger. J'ajoute encore, pour ce qui est du pays voisin, j'ai relu son précédent rapport de l'année dernière. L'Algérie est citée 7 fois, la Mauritanie 5 fois. Je ne parle pas des résolutions, je parle du rapport. En l'espèce, dans ce rapport du 3 octobre qui a été présenté le 16 octobre au Conseil de sécurité, l'Algérie est citée 33 fois. La Mauritanie est citée 9 fois. Donc il y a là une prise de conscience patente aux yeux du secrétaire général, à l'attention des 15 membres de sécurité, de l'implication du pays voisin. Parce que et on va sûrement y revenir, si ce n'était qu'un État voisin, on n'aurait pas besoin de le citer 33 fois. Et donc voilà une situation intéressante dans ce rapport. Ce qui est aussi nouveau dans ce rapport, c'est... j'ai trouvé chez lui un volontarisme plus marqué que lors des précédents rapports pour aboutir, faire avancer ce processus-là. Et il ajoute un point particulier qui est dans un paragraphe, c'est il a dit « soutien à mon envoyé personnel, évidemment, mais prise en compte des acquis réalisés par les précédents envoyés personnels ». Ça veut dire les acquis, c'est quoi? C'est les paramètres que j'ai définis tout à l'heure. Alors, Ali Harichi, dans les points 6 et 8 de ce rapport, notamment, le secrétaire général de l'ONU indique qu'il a été saisi par l'Algérie à plusieurs reprises, donc qui dénonce, interagit avec des événements survenus dans la zone. Pour compléter, prolonger ce qu'est en train de dire Moustapha Shahimi, l'Algérie continue de dire qu'elle n'est absolument pas concernée par ce conflit. Comment peut-elle
continuer à adopter ou à essayer de faire croire ou à croire à l'ONU ou à des pays étrangers qu'elle est étrangère à ce conflit, et à l'Union africaine aussi, entre autres? Je pense que l'Algérie est arrivée au bout de cette élucubration, si vous voulez. Ça y est, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le concert des nations, il voit la scène et l'arène internationale devant lui. L'Algérie est impliquée. Il ne peut plus dire qu'il ne fait pas partie de ce conflit. C'est elle qui a créé ce conflit et qui l'alimente et qui ne veut pas qu'il arrive à une solution politique pacifique comme proposée par le Maroc. Et effectivement, quand on voit la réaction de l'Algérie, à chaque fois que le Maroc propose quelque chose, l'Algérie, il va à l'encontre tout en se disant qu'il n'est pas concerné. Et en plus, il alimente de la rumeur, de la propagande par rapport à ce qui se passe dans cette région. Si on suit les déclarations des officiels algériens ou bien de la presse algérienne, on va voir qu'on est en train de voir un autre monde, une autre planète. C'est-à-dire ce qu'on... Et je pense maintenant, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, il est clair en précisant en dénonçant même, c'est lui qui dénonce, ce n'est pas l'Algérie si vous voulez, l'attitude des Algériens. Aujourd'hui, je pense que ce conflit artificiel est arrivé même pour les Nations Unies, il est arrivé à la fin. Et Sissimi et mon ami le colonel Saoud l'ont bien dit, l'Algérie, en alimentant ce conflit, elle ne fait que montrer qu'elle est vraiment concernée, pas impliquée. Elle est le conflit, c'est elle le conflit, et elle ne veut pas, parce qu'il y a d'autres problèmes qu'elle essaye de cacher. Il y a des problèmes internes chez eux, on en a parlé, extrapoler ou exporter les problèmes internes pour essayer pour la population algérienne. Et il faut dire qu'il y avait du hirak en Algérie avant la pandémie. Donc tout cela, ils ont peur d'un retour. Donc maintenant, tout est sur le dos du Maroc. Tout ce qui se passe est sur le dos du Maroc, que ce soit à l'intérieur de l'Algérie. On se rappelle des délires de l'été 2021. On se mais rappelle, maintenant, on est responsable de pratiquement tout. Maintenant, quand les Nations Unies, quand les États africains, quand plus de 30 États africains adhèrent à la position du Maroc et plus de 23 États africains ouvrent des consulats au niveau de l'Ayoun et de Dakhla, ça les dérange. Quand ils voient les positions de l'Espagne, le pays qui était concerné, qui était concerné par ce conflit, si vous voulez, initialement, adhère, et non pas seulement il adhère, c'est la position du Maroc qu'il adopte. C'est l'État espagnol qui l'adopte, non pas seulement un gouvernement. Tout cela ramène l'Algérie dans un délire. Et malheureusement, ce conflit, ce différend factice, il fait du mal aux deux pays. Et l'Algérie doit arrêter. C'est-à-dire le gouvernement, si vous voulez, le gouvernement algérien ou la junte politico-militaire algérienne doit comprendre qu'elle doit oublier ce conflit. Elle doit s'asseoir dans les tables rondes avec le Maroc pour trouver une solution permanente et une solution qui soit juste et qui répond à la légitimité juridique et historique du Maroc. Rapidement, Moustapha Saïmi. Juste un point rapidement, très rapidement, s'il vous plaît. Ce qu'a dit mon collègue et ami, le dernier pointage de nos soutiens au sein de l'Union africaine, c'est 38. 38. Nous avons plus de la majorité des deux, nous avons 38. Autre précision, pour les jeunes de moins de 20 ans, comme dit la chanson, qui peuvent ne pas le savoir, notre ambassadeur Omar Hillel l'a dit il y a 4-5 jours dans une déclaration. Mais je vais vous le dire maintenant. Omar Hillel. Il a dit il y a 4-5 jours lors d'une réplique dans le cadre des travaux de la 4e commission. Il a rappelé qu'en 2001, le président Bouteflika à Houston, avec James Baker, qui était envoyé spécial, avait proposé dans un PPR, il y avait un PV, quoi ? Le partage de l'ex-Sahara occidental. On ne le dira jamais assez, ça disqualifie totalement les positions algériennes. Alors, dans le point 53 de son rapport, colonel Hassan Saoud, le secrétaire général de l'ONU, dit ceci. La présence de trafiquants de drogue et d'autres éléments criminels sur le territoire, ainsi que le risque d'éventuelles attaques terroristes, sont restés préoccupants.
C'est une confirmation, donc fin de citation, c'est une confirmation encore une fois par l'ONU de ce que le Maroc dénonce depuis longtemps, c'est-à-dire la convergence, la complicité engagée des gens du Polisario avec le grand crime et le terrorisme international. Vous êtes spécialiste en défense, en question de sécurité. Les Marocains le disent, apparemment personne n'a voulu les croire. Ça fait plusieurs années qu'ils disent ça, nos services de sécurité le disent. Là, c'est un rapport officiel de l'ONU qui le dit, clair et net. La présence de trafiquants de drogue et d'autres éléments criminels sur le territoire, ainsi que le risque d'éventuelles attaques terroristes, sont restés préoccupants. C'est un secret polichinelle. Il n'y a pas que le Maroc qui le dit. Des ONG le disent. Maintenant, c'est l'ONU. Mais bien sûr, c'est le secrétaire général de l'ONU. Mais je pense qu'ils ont déjà fait allusion à ce problème. Dans les camps de Tindouf, d'abord, il y a toute la criminalité transnationale organisée. Drogue, trafic des armes, trafic d'êtres humains. C'est un concentré. Connexion. C'est un concentré de grande criminalité. Absolument. Connexion avec le terrorisme. Ça, c'est pourvoyeur du terrorisme dans le Sahel. On le sait. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a d'autres trafics, dont l'orpaillage. Oui. Il y a des orpailleurs qui sont autorisés par les dirigeants de Polisario pour aller chercher, pour orpailler dans certaines zones, et c'est connu. Et il y a eu d'ailleurs des morts, des orpailleurs sahraouis qui ont été évidemment flingués par les militaires algériens. Il y a aussi évidemment cette contrebande. Rappelez-vous, au mois de juin, un vol militaire de Tindouf à Constantine avec des voyageurs du Polisario, on a trouvé chez eux 1000 smartphones. Donc il y a cette activité dirigée par les militaires, et des enquêtes on a voulu étouffer ça, mais finalement ça a fait grand bruit, et il y a des enquêtes par la direction centrale de la sécurité de l'armée qui a déjà pris des sanctions contre les responsables de la région militaire de Donc il y a ce trafic, et il y a évidemment toute la criminalité, le détournement des denrées alimentaires. Bon, ça, ça oui, depuis 15 ans. Mais malheureusement, au moment où le rapport de l'ONU parle de la famine, parle de la sécurité alimentaire, il n'a pas fait allusion à ce détournement avéré. Déjà dénoncé par l'OLAF, et le dernier en date, c'était pendant l'été, un camion bourré de denrées qui allait vers la Mauritanie et qui a fait un accident. Le rapport revient sur la baisse des denrées, sur la baisse en quantité et en volume des denrées alimentaires. Si vous permettez, pour revenir à ce rapport, quand on lit le rapport, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste, mais je me demande que fait ce dossier à la 4e commission. Alors, on va revenir à la 4e commission. On va aller à la 4e commission. Qu'est-ce qu'il fait, que fait ce dossier à la 4e commission? Je pense que tout le monde sait que, évidemment, le Maroc est dans son droit. Il a donné toutes les justifications nécessaires. Et là, on continue encore à parler de la 4e commission, bien qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette 4e commission. Alors, sur la 4e commission, on continue. Allez-y sur la 4e commission. Je voyais que vous vouliez réagir. Et ça va c'est que le Maroc, en 1965, c'est lui qui a demandé la décolonisation de ces territoires de l'Espagne. Donc c'est le Maroc il n'y avait pas de Polisario, il n'y avait rien en fait. C'était le Maroc qui demandait la décolonisation au niveau des Nations Unies. Il n'y avait pas on parlait aussi de Sidi Ifni. Et il y avait Sidi Ifni, il y avait le Sahara, donc marocain. Et c'est pour cela que ce dossier est rentré à la 4e commission. C'était la décolonisation de l'Espagne pour que le Maroc retrouve son territoire. Donc c'est juste... Il faut préciser, rapidement, ça passe faut préciser ce que c'est que cette 4e commission. C'est une commission qui intervient, qui est une structure dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. On appelait d'ailleurs le comité des 24 auparavant, historiquement, et c'est devenu la commission de la décolonisation qui est chargée donc de suivre le processus de décolonisation. Donc, depuis les années 60, ça a donné un certain nombre de résultats, etc., à juste titre. Mon collègue ami a rappelé que c'est le Maroc qui a pris l'initiative de l'inscription de la question de l'ex-Sahara occidental à l'ordre du jour de cette 4e commission.
C'est resté. C'est resté par automatisme, Exactement. par dogmatisme, par bureaucratie, si vous voulez. Ça fait presque reste. 60 ans. Ouais, donc, ce qui est important maintenant pour cette 4e commission, c'est que le Maroc a compris depuis des années qu'il faut se mobiliser sur 2 plans. Il faut se mobiliser au niveau du Conseil de sécurité, qui est l'organe décisionnaire de l'Organisation mondiale, mais il faut également se mobiliser au niveau de la 4e commission parce que c'est un large panel. Et ce qui est intéressant dans les travaux de cette 4e commission, c'est qu'elle a la possibilité de recevoir des pétitions et par là même des pétitionnaires qui sont agréés, qui, suivant une procédure particulière, n'importe qui ne peut pas pétitionner, etc., il faut justifier pourquoi. Et donc, c'est comme ça que le Maroc a accordé de l'intérêt à une mobilisation de pétitionnaires. Et le phénomène qualitatif nouveau cette fois-ci, mais c'était déjà vrai lors des précédentes réunions, c'est qu'il y a évidemment de la société civile de nos provinces sahariennes, il y a des élus, mais une grande partie des intervenants, nous avons suivi les travaux, vous et moi, sont des pétitionnaires non marocains qui sont étrangers, qui sont des experts, des professeurs de droit chiliens, des avocats parisiens, d'autres pays, anglais, etc., et qui ont fait entendre la voix sur la base de ce qu'ils ont vu. Et souvent, ils sont venus dans les provinces sahariennes. L'ONU a fonctionné comme elle a pensé pouvoir le faire pendant 60 ans. Bon, la donne est en train de changer actuellement. C'est l'ouverture maintenant. Moustapha Sahimi, je reste avec vous. Vous savez, c'est un rapport qui fait, mes amis, c'est un rapport qui fait 20 pages. On aimerait bien essayer d'analyser le maximum de ce rapport. Si vous restez long dans vos questions, dans vos réponses, je ne pourrai pas. Vous avez une oui, c'est pour cette 4e commission. Il faut savoir que 19 délégués sont intervenus. Et j'en ai pris quelques-uns qui ont parlé de la situation dans nos provinces sahariennes. Je les cite comme ça: le Sierra Leone, le Gabon, le Libéria, la Guinée équatoriale, la Papouasie, la Nouvelle-Calédonie, le Burkina Faso, le Costa Rica, le Cap-Vert, Djibouti, le Burundi et la Sainte-Lucie. Tous ces délégués-là ont pris en quelque chose de commun: retour à table ronde, la proposition marocaine crédible, il faut que tous les partis y participent, et il y en a même qui ont parlé de la misère et de la séquestration, notamment celui de Costa Rica qui a parlé de la faim. Et il y a ceux qui ont fait dans des paragraphes toute la stratégie de développement social et économique et en développement humain que le Maroc a fait dans nos provinces. Alors, et c'est une panoplie de délégués qui vont certainement avoir des répercussions sur la On continue donc le décryptage de ce rapport, Moustapha Sahimi. Il y a une nouvelle notion politique ou diplomatique qui a été développée par les Algériens, qui est la notion de voisins concernés. On n'est pas parti, on est observateur, ça n'a pas marché, voisin, ça n'a pas marché, donc on invente une notion qui est celle de voisins concernés. Alors voisins concernés, en France, ça peut vouloir dire des choses, certes, mais en matière diplomatique, est-ce que c'est une nouvelle notion ? Vous et moi, nous avons un peu de mémoire de ce dossier national, et vous vous souvenez sans doute quelle était la position du président Boumedienne et du président Bouteflika dans les années 70, avant la marche verte, avant les accords de Madrid. Quelle est leur position ? Leur position, elle est exprimée dans un communiqué qui n'est pas connu, communiqué qui s'est tenu à la fin de la réunion du sommet de Nouadhibou, septembre 1970, où il y avait le roi Hassan II, il y avait Mokhtar Ould-Daddah pour la Mauritanie, président Boumedienne. Et le communiqué est intéressant, il dit que c'est un problème intéressant la région et la sécurité dans la région. Je veux dire quoi par là ? Je veux dire que la position algérienne, c'était de dire c'est une question de sécurité parce que c'est notre voisinage géographique. Première étape. Rapidement, la deuxième étape, s'il vous plaît. Deuxième étape, l'Algérie dit « Ah, je suis concerné. Je suis concerné parce que c'est une atteinte aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. » Enfin, on est bien d'accord, ça ne veut rien dire en termes diplomatiques, voisins concernés. On est bien d'accord. L'autodétermination des peuples. Troisième évolution de terminologie, c'est intéressant, c'est de dire « Nous sommes un voisin inquiet ». Le ministre des Affaires étrangères l'a dit il y a 10 jours. Il dit « Nous sommes un voisin inquiet ».
Très bien. Maintenant, ils disent nous sommes un voisin. Nous sommes un voisin concerné. Mais c'est un habillage de vocabulaire qui ne trompe personne. L'Algérie est totalement partie prenante. Elle est le problème et elle est la solution. C'était le fameux point, c'était le point 25 dans ce fameux rapport. Ali El-Hajji, dans ce même point 25, l'Algérie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, refuse l'appellation de conflit régional. C'est ce qui est appelé, c'est ce qui est rapporté par le secrétaire général. Alors, qu'est-ce qui gêne pour Alger le fait de dire un conflit régional, alors même que Antonio Guterres, dans le point 30, c'est-à-dire 5 points plus tard, plus loin, parle de contexte de tension régionale. C'est parce que l'Algérie, il a toujours essayé de dire que c'est un conflit qui concerne que le Maroc. Bilatéral. Non, que le Maroc, parce qu'il n'y a pas de... Pour le Polisario, il n'existe pas pour être bilatéral. Mais il ne veut pas, c'est-à-dire il a toujours nié son implication. Quand le rapport parle de conflit régional, c'est que l'Algérie est concernée. C'est clair, c'est limpide. Même dans la lecture juridique des termes juridiques, quand on parle de conflit régional, ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a aux alentours? Il y a d'abord l'Atlantique et la Méditerranée d'un côté, et nous avons deux voisins. Nous avons la Mauritanie et l'Algérie. Et malheureusement, c'est l'Algérie qui abrite donc une certaines personnes qui ne sont pas tous du Sahara, il faut l'évoquer. Quand on parle des gens qui sont à Tindouf, ce ne sont pas vraiment les gens qui viennent tous du Sahara. Donc, quand le point de conflit régional, il met le doigt que l'Algérie elle est concernée. Et quand on parle aussi de contexte de tension régionale, donc c'est l'implication de l'Algérie. Donc l'Algérie doit s'asseoir dans les tables rondes pour trouver une solution, comme j'ai dit, permanente et politique avec le Maroc. Parce que c'est elle le problème, c'est elle qui l'a créé, c'est elle qui veut le maintenir et c'est elle qui essaye aujourd'hui, c'est-à-dire le mensonge algérien devant le monde ne peut plus passer. La crédibilité du Maroc, elle est claire. Les actions du Maroc, les discours du roi, les mains tendues à l'Algérie, et qu'est-ce qu'on reçoit en face? Ça a été mentionné. Je sais, cela a été mentionné, parce qu'on veut une solution politique. Donc, le chef de l'État marocain, il tend la main au chef d'État algérien. Malheureusement, ils ne veulent pas répondre, tout en essayant quand on écoute les officiels algériens, des fois, on se pose des questions. Sincèrement, on se pose des questions. Moustapha Sahibi, je ne veux quand même pas vous priver de votre droit à réagir, mais ne me privez pas de mon droit à maîtriser le temps. Nous allons essayer de réguler tout ça. Allez-y, allez-y. Pour l'Algérie, c'est un contentieux et un problème entre le Maroc et les Nations Unies. Voilà la position officielle. Bien, cette position officielle ne résiste pas à l'examen, elle est tout à fait incohérente. Pourquoi ? Pourquoi l'Algérie a participé au processus de négociation des deux tables rondes? Pourquoi? Puisque vous dites c'est entre Rabat et les Nations Unies. Ils ont une position assurée, ça, on l'avait compris. Donc pourquoi aller à un processus de table ronde? Première table ronde, deuxième table ronde, je le répéterai jamais assez. Présidée par qui? Par les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie. Très bien. Hassan Saoud, le rapport... Est-ce qu'il revient sur la question des enfants soldats qu'on a vu sur les vidéos, qu'on a vu partout? Et je crois même qu'il y avait pas loin Stéphane de Mistura, il me semble, avec des enfants qui portent un uniforme, avec des... Franchement, personnellement, je suis resté sur ma faim concernant le rapport n'en parle pas. Voilà. C'est une lacune. Si, attendez. Non. Si. Il dit que l'Algérie... Dans un article 83... voilà. Dans un article 83... le point 83. Le rapport parle d'un écrit qui venait des affaires étrangères algériennes qui dénonce et qui nie qu'il y a des enfants une précision. Je me réserve le droit de faire des petites précisions de temps en temps. C'est l'Algérie qui récuse et qui dément le fait qu'il y ait des enfants soldats. Voilà. C'est pas le Polisario, c'est l'Algérie. Absolument, c'est l'Algérie. Voilà. C'est très important. Mais ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas partis. Voilà. On les voit. Si je suis resté sur ma faim, à cause de quoi? Parce que là, j'attendais que l'UNICEF intervienne. Au moment où l'UNICEF
et si Mustafa en avait parlé, à amener accompagner la rentrée scolaire, amener des fournitures et tout ça. On aurait aimé quand même qu'il parle de ça parce que c'est sa mission. C'est une lacune dans le rapport du secrétaire général. Voilà, mais l'UNICEF devait se manifester. Parler des enfants à l'école, ne pas parler des enfants soldats, j'estime que c'est une prévarication de l'UNICEF qui devait signaler ça parce que ça fait le tour de la question. Le jour de la visite de Mistura, avec ce défilé-là, il y avait un enfant soldat qui l'a accompagné dans toute sa tournée. Et la vidéo existe. Un enfant soldat avec une arme et qui l'accompagnait comme un garde du corps. Donc c'est manifestement une volonté de l'Algérie de se dédouaner d'un problème grave qui est quand même un crime contre l'humanité, un crime contre l'enfance et un crime de guerre. Ben, on va attendre certainement, comme la question des organisations terroristes, du grand crime, etc., on va attendre que dans un certain nombre d'années, je ne l'espère pas, l'ONU revienne à la raison, qu'elle reconnaisse des choses que les Marocains dénoncent depuis longtemps et qui ne sont pas totalement suivies. Mustafa Shahimi, on va essayer d'élargir un peu parce qu'il n'y a que le rapport, mais il y a un sommet arabe qui se prépare à Alger dans une dizaine de jours. Et on voit un peu la réaction d'Alger dans ce conflit-là. Comment donc les Algériens peuvent-ils penser sérieusement à rapprocher le point de vue des Arabes alors qu'ils sont en centre d'un problème qui est quand même un problème important avec un pays qui n'est pas n'importe quel, qui est le Maroc? Vous avez raison de le relever, c'est la contradiction de la position diplomatique de l'Algérie, qui depuis plus de 2 ans, parce que ce sommet arabe à Alger, il est programmé depuis 2 ans, il a été reporté une première fois du fait de Covid, une deuxième fois parce qu'il n'y avait pas d'accord sur l'ordre du jour, c'était prévu pour mars, maintenant c'est le 1er de novembre. La position de l'Algérie, c'est de placer ce sommet sous l'égide de l'unité, de la solidarité des rangs arabes. N'importe qui ne peut qu'adhérer à ce slogan-là, à cette mobilisation. Un vœu aussi noble. Oui, or, il en est autrement dans la pratique. L'Algérie a essayé d'organiser à travers cet affichage unitaire et solidaire autre chose, c'est-à-dire un front du refus arabe, et c'est comme ça qu'elle a essayé de faire inviter la Syrie. Et le sommet qui était prévu à Alger au mois de mars n'a pas pu se tenir parce que précisément il n'y avait pas eu consensus arabe sur la participation de la Syrie. Et c'est sur cette base-là que la Syrie s'est décommandée, et c'est le ministre syrien des Affaires étrangères qui a demandé officiellement à Alger de ne pas inscrire, de ne pas inviter la Syrie, de ne pas inscrire la question. Donc, premier point. Deuxième point, je rejoins votre question. Comment ce pays peut plaider, mettre en avant sa volonté d'unité, de solidarité des rangs arabes, au moment où il pratique à l'endroit du royaume une politique d'hostilité patente, rupture des relations diplomatiques fin août 2021, interdiction de l'usage de l'espace aérien, même les avions étrangers, etc. Et donc une situation qui est une situation... Relation assez particulière avec l'Iran qui est pratiquement... C'est une situation de conflictualité qui est en conflit avec l'ensemble des pays arabes. Le fait qu'Alger ne fait aucun geste. Le ministre algérien de la Justice est venu remettre l'invitation du président Tebboune à Sa Majesté le Roi il y a 15 jours. Il est resté 2 heures au Maroc. Non, c'est certainement parce qu'il est occupé. Oui, non, occupé par quoi? Très certainement. Alors, en revanche, je signale que se tient à Ifrane la conférence arabe des ministres de la Justice. Le même ministre de la Justice est présent. Mais il est présent parce qu'il est obligé, parce que c'est une réunion arabe. Question maintenant, comment va se passer ce sommet arabe? Première interrogation, nous sommes le 21 octobre, c'est dans 10 jours. Personne ne peut garantir que ce sommet se tiendra. Alors, on continue. Personne ne peut le garantir. Bien, on a encore 9 jours, je vous le concède. Si vous le permettez. Bien. Deuxièmement, s'il se tient, personne ne peut dire quel sera le niveau de représentation. Chef d'État, chef de gouvernement, ministre des Affaires étrangères ou pas. Troisième point, la position du Maroc. Si vous m'opposez la position du Maroc, nous en sommes là. C'est-à-dire le Maroc attend un certain nombre d'éléments de précision probants sur le protocole d'accueil du chef de l'État, en l'occurrence Sa Majesté le Roi, c'est important.
Ensuite, l'ordre du jour. Non, mais ça, on le saura avec les dépêches Non, oui, MAP. Mais je vous dis, on les saura. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans ça. Débat. Ensuite, l'ordre du jour. Il faut qu'il y ait un accord du Maroc et d'un certain nombre de pays arabes sur l'ordre du jour. Restons sur le fait qu'on ne sait pas s'il se tiendra ou pas, parce que d'ici là, il se passera pas mal de choses. On n'en saura rien et il y a beaucoup d'informations qui circulent un peu partout. Nous avons des informations officielles que nous recevons, que ce soit par le canal de la Ligue arabe ou par le canal de nos agences de presse, et on le saura. Alors, Ali El-Harichi, on en arrive aussi au rôle de la France, qui a un rôle assez particulier. Il y a un rapprochement assez spectaculaire actuellement entre la France et l'Algérie. Il y a une visite de 3 jours, visite d'État, visite de travail, visite officielle, enfin visite importante d'Emmanuel Macron en septembre en Algérie. Puis dernièrement, il y a une semaine à peu près, c'était la moitié du gouvernement, le tiers du gouvernement français qui était à Alger. Les 2 tiers, voilà, 16 sur à peu près 16 sur 40, 23. Voilà, donc qui était là. D'un côté. D'un autre côté, vous avez donc Alger qui est très proche de la Russie, qui par ailleurs fait l'objet d'attaques claires du président Macron. Le rôle de la France dans cette histoire, il est comment? Enfin, vous arrivez à décrypter, à comprendre un peu comment ça se passe? En fait, par rapport à l'Algérie... La question est volontairement confuse parce que la position est confuse aussi. Par rapport à la relation de l'Algérie et la France. L'Algérie et la France ont toujours eu des liens très, très, très forts en dehors de ce qu'on voit des déclarations. Je peux vous dire, quand l'Algérie a eu son indépendance après un référendum en 1962, où il y avait, c'est-à-dire le choix n'était pas c'était pas un grand nombre, bon, peu importe. Quand l'Algérie a eu son indépendance, la France donnait des dons pour l'aide au développement en Algérie, alors que c'était des crédits pour le Maroc. C'était des dons multipliés par 10 par rapport à ce que recevait le Maroc, et l'aide au Maroc était conditionnée. Donc il faut voir qu'il y avait donc ce qu'on voit, et des déclarations d'hostilité entre les 2 États, entre les Algériens et les Français, ça reste quelque chose de la façade. C'est-à-dire que les relations ont toujours été constantes entre ces 2 États. Et bien sûr que l'Algérie avait toujours des relations avec la Russie. De Gaulle disait que pour lui, il n'allait pas faire de l'Algérie son Cuba. Et c'était une déclaration, c'était parce que l'Algérie était une zone ouverte sur l'Afrique, il y avait des richesses que les Français ont commencé à exploiter. Donc pour la France, l'Algérie représentait beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'attitude. Mais cela fait que le Maroc est quand même un allié de la France, est un partenaire de la France, et depuis l'indépendance, c'est-à-dire du Maroc. Le traitement... Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, hein, parce que ce qui se passe, on le voit bien, qu'il n'y a pas de relations véritablement... Il n'y a pas les liens sont toujours là entre le Maroc et la France. Ce sont des liens, on va dire, peut-être séculaires, et sont culturels, économiques et même humains. On en a parlé tout à l'heure, avec une population de Marocains résidant en France, donc, et de Français résidant au Maroc. Donc ce sont des liens qui se sont, on va dire, qui sont gravés dans le marbre. On ne peut pas venir par la décision d'un président et les briser d'un seul coup. Mais l'attitude de la France, parce que là on est à la veille d'une résolution du Conseil de sécurité, la France a toujours soutenu la position du Maroc depuis 2007, et je ne pense pas que la France va changer d'attitude. Parce que si la France pense à changer d'attitude, je pense que la réaction du Maroc ne va pas, c'est-à-dire ne va pas tarder. Je vous rappelle ce qui s'est passé en 2014 pour certaines, on va dire... Indélicatesse, le Maroc n'a pas procédé à une rupture, mais il a procédé à un gel d'une manière des relations, de tout ce qui concerne la convention judiciaire et administrative. Et puis ce sont les Français et le président français qui est venu lui-même pour... J'entends bien Adel Harichi, mais alors Hassan Saoud, la relation avec la France, c'est vrai que c'est des relations séculaires, c'est vrai que c'est des relations de société à société, d'économie à économie, de peuple à peuple, mais j'en reviens pour autant au discours du roi Mohamed VI du 20 août, que les relations du Maroc avec les pays, avec les puissances étrangères, seront analysées et examinées à l'aune de leur position, de la position de ces puissances sur l'affaire du Sahara. On ne peut plus clair.
Et je pense que ce message était destiné à la France. C'est ce qui a été dit par l'ensemble des analystes, pratiquement. Quand on avait vu l'Espagne, l'Allemagne, et puis tout dernièrement la position belge, je pense que c'était destiné à la France. De toute façon, c'est Ali l'a dit, il a toujours été un soutien aux Nations Unies concernant l'affaire cardinale du Maroc, qui sont nos provinces sahariennes. Nous resterons vigilants, on verra. Je pense, comme c'est Ali, que ça sera difficile pour la France de faire un virage à 360 degrés. Ah, tout le monde en convient. J'espère ne pas me tromper. On peut même l'espérer. Mustafa Sahimi, un commentaire sur la position de la France sur le conflit. Il y a un capital de relations entre Paris et Rabat qui a été évoqué, qu'il faut mettre en relief. Il y a des acquis, il y a des intérêts divers, géostratégiques, etc. Ce que le Maroc attend maintenant de Paris, compte tenu de la qualité de ses liens et de ses rapports étroits, c'est une réévaluation de sa position sur la question nationale. Or, Paris, c'est un pays qui est très bien placé, comme l'Espagne, pour avoir une connaissance notariale, si je puis dire, de la question nationale. Documents, cartes géographiques, rapports, etc. Or, nous constatons qu'il y a une volonté au niveau de Paris de ne pas aller au-delà et de créer un climat qui n'est pas un climat d'amélioration du bilatéral. Ça tient à quoi? Ça tient au fait que, à mon sens, Paris n'a plus de politique au Maghreb. Il y avait avant une politique maghrébine, il y avait même dans le temps une politique arabe de la France. C'est un grand débat, etc. Maintenant, il y a une politique en silo, fragmentée, Paris-Tunis, Paris-Tripoli, Paris-Alger, Paris-Rabat. Et c'est une politique qui ne donne pas de résultats, elle ne porte pas ses fruits. Il y a la contrainte algérienne qui est mémorielle, qui est le contentieux historique, la culpabilité coloniale. Et ça, les Algériens en fin de commerce. Le président Macron l'a dit en septembre dernier, il a parlé de rente mémorielle du système politico-militaire. Je le cite exactement. Donc, ce qu'on attend de Paris, bien sûr qu'elle ne va pas changer son vote au Conseil de sécurité, le membre du Conseil de sécurité, mais on attend plus. Et sur ce plan-là, le Maroc est exigeant, le souverain l'a réaffirmé. Nos rapports avec les uns et les autres, et a fortiori avec nos partenaires traditionnels, seront évalués sur la base de leur prise de position sur la question nationale. Merci Mustafa Sahimi. Il nous reste 3 minutes, donc on va faire 1 minute chacun, un peu de politique fiction. Je commence par vous, Ali El-Harichi. Que pensez-vous que sera la résolution à venir, fin octobre? Ça sera la suite de la résolution. Table ronde, politique. Non, c'est la suite de la résolution 26.2. Une confirmation pour vous. C'est une confirmation. C'est une confirmation. Comme je l'ai dit au début, c'est une confirmation de ce qui a été, comme l'a dit très bien Sim Stafa et mon ami le colonel, c'est une confirmation des acquis, parce que tous les acquis, ils sont cités par le secrétaire général, donc M. Guterres, ce sont des acquis, et il faut aller pour résoudre ce conflit régional où l'Algérie est impliquée. Donc, il faut que l'Algérie revienne aux tables rondes. Alors, en fait, il y a 3 solutions, il y a 3 possibilités. Soit une confirmation de la 2602, ce que sera la résolution à venir. Soit une confirmation de la 2602, comme le dit Ali El-Harichi, soit une atténuation un peu de la 2602 qui était quand même claire sur le fait qu'il faut régler, soit l'inverse. Comment vous voyez les choses? Moi, je pense que le processus de la table ronde est irréversible. Ça fait pas mal de résolutions dans lesquelles il est stipulé qu'il faut... on a déjà commencé, ça a été dit par Sim Stafa. Je ne pense pas qu'on puisse revenir. Sauf que le rapport lui-même, dans les contacts que le représentant personnel du secrétaire général avec le ministre des Affaires étrangères, a parlé de l'inopportunité des tables rondes. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il était mentionné que le ministre des Affaires étrangères algérien a parlé du caractère inopportun des tables rondes. Ce n'est pas à lui de décider, ça va être à l'ONU. Moins d'une minute, Mustafa Sahimi. Oui, alors je vais synthétiser. Globalement, ça va être la reprise des principes et des paramètres contenus dans la résolution 2602-2021, qui sont ceux-là même qui avaient été définis auparavant, qui ont conduit au processus des tables rondes. 2,
mobilisation, appel du secrétaire général et des membres du Conseil de sécurité pour la relance effective du processus de paix, soutien à l'envoyé personnel et dans tout ça, la mise en équation de l'Algérie qui va être isolée. C'est-à-dire qu'il y a une communauté internationale, Conseil de sécurité qui va décider un certain nombre de choses et l'Algérie va être complètement isolée parce qu'elle ne va pas adopter ces principes-là. Et il faut continuer. Un dernier mot, nous ne sommes pas en attente fondamentalement en dernière instance de cette résolution du Conseil de sécurité. Merci Mustafa Le Saïdi. Maroc a une Merci, diplomatie, Ali une dynamique merci, nouvelle. Hassan Saoud, merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.